Un grand merci Livia pour l'introduction. Je te laisserai du coup présenter... Je le ferai d'un coup. Tu fais tout d'un coup, du coup, hein, c'est ça. Donc, il présentera après l'objet de son déplacement à Montpellier. Bon, à mon tour, je remercie d'abord les personnes présentes. Merci à vous d'être là et d'avoir bravé la canicule. Il fait un peu meilleur à l'intérieur, mais on sait que pour se déplacer jusqu'ici, bah, il fait chaud. Merci également aux militantes et aux militants qui ont collé des affiches plus ou moins solidement. Merci en particulier aux jeunes insoumis qui étaient là très en avance. Merci à nos équipes parlementaires. Et bienvenue, Emma et Arash, à Montpellier. Montpellier, ville où la France insoumise est la première force politique. Alors on m'a dit, bon, mes équipes m'ont dit, tu te débrouilles, tu fais un truc, tu fais un peu de local et puis un peu d'assemblée, tu te débrouilles pour faire le lien entre les deux. Donc on a réfléchi ensemble et je vais essayer de faire ça. En rappelant d'abord pourquoi et comment la France insoumise est la première force politique à Montpellier. Peut-être vous dire que nos groupes d'action ici se sont bien multipliés depuis un an, en particulier grâce à la campagne qu'on a faite pour vous, hein, pour que vous soyez au Parlement européen, puisqu'il y a un an, il y a eu un boom d'inscriptions, de gens qui ont rejoint la France insoumise partout en France, et à Montpellier, ça n'a pas fait exception. On compte plus de 30 groupes d'action dans plusieurs quartiers de Montpellier. Évidemment qu'on compte continuer à s'élargir. Et le groupe des jeunes insoumis est la première force politique jeune, notamment, je crois, avec une implantation dans 4 groupes étudiantes et étudiants. Depuis 2022, la France insoumise est en tête à toutes les élections à Montpellier. De 40,73% pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, c'est-à-dire que c'est le plus fort résultat dans les villes de plus de 200 000 habitants. Aux élections européennes de juin 2024, la liste de l'Union populaire qui était soutenue par la France insoumise a fini en tête à Montpellier à 24%. C'est près de 20 000 voix. Il faut savoir qu'on a triplé nos voix depuis 2019. Et donc on est arrivé devant la liste du Parti socialiste et devant la liste du Rassemblement national. Et ensuite, la même dynamique qui nous avait propulsés aux européennes a permis la réélection des 2 députés que vous avez face à vous après la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc nous observons à partir de ces résultats que c'est notre programme de rupture qui à chaque fois est le plus rassembleur. Puisqu'à chaque fois nous nous présentons devant les urnes, la France insoumise se présente devant les urnes sur la base d'un programme qui est consultable, qui est connu, qui présente ses mesures et ses propositions. Quelques-unes sont par exemple la révolution citoyenne qui vise à rendre le pouvoir au peuple, qui vise à proposer de faire la politique autrement. Évidemment l'abrogation de la retraite à 64 ans. Il y a aussi, par exemple dans le programme du nouveau Front populaire, il était inscrit que nous portons le moratoire sur les grands projets routiers. Cette mesure-là comportait évidemment le moratoire sur la 59, cette autoroute écocide, inutile, chère en Occitanie, mais nous avons les projets routiers locaux également. Le contournement ouest de Montpellier, le lien sur lesquels nous demandons un moratoire aussi. Tu allais en parler, c'est ça? Et nous sommes fidèles à ce programme sur lequel nous nous sommes engagés. Lorsque nous nous sommes présentés devant les électrices et les électeurs, avec Sylvain, nous avons dit que nous respecterions ces engagements. Je le dis parce qu'il y en a aussitôt élus qui se sont débarrassés de ces engagements-là. On pense même que finalement, pour eux, ils n'ont même pas ouvert une seule fois le programme du nouveau Front populaire et qu'ils ne se sont jamais embarrassés de dire qu'ils allaient respecter quoi que ce soit. Ils n'avaient pas de programme, pour eux, c'était un simple accord électoral. Nous ne voulons pas de ça. Nous ne faisons plus ça à la France insoumise. Nous n'avons jamais fait ça d'ailleurs. Hein. Mais justement, nous ne faisons plus ce que la vieille gauche faisait. Et donc, il est urgent, évidemment, d'enclencher la bifurcation écologique, notamment en période de canicule, comme celle que nous connaissons. Elles sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes. Notamment à Montpellier et dans le sud de la France. Et c'est pour ça que nous avons sorti un plan canicule il y a 2-3 jours avec la France insoumise pour proposer des mesures qui sont sérieuses, qui permettent vraiment de prendre ce problème à bras le corps, puisque maintenant il n'est plus question de savoir si le réchauffement climatique va avoir lieu, c'est de savoir comment faire en sorte qu'il ne soit pas trop grave. Et que la température n'augmente pas plus que ce qui est prévu, puisque 1,5 degré d'augmentation, maintenant c'est acquis. Mais on ne peut pas aller au-delà de ça, c'est déjà énorme en fait. Et on ne peut même pas anticiper tout ce que ça représente comme changement. Et c'est clair que 8 arbres en pot à la Comédie et quelques fontaines sur l'esplanade, bon, c'est bien, hein, c'est très bien, ça permet que des enfants puissent se mettre dans les douches. Mais
ce n'est pas une réponse à la canicule. Ça, ce n'est pas une réponse suffisante ni efficace à la canicule. Ça fait une belle carte postale, mais pas une bonne politique. Par ailleurs, trop souvent, les politiques, notamment de réponse d'urgence à la canicule ou de manière générale qui n'anticipent pas la bifurcation écologique, laissent les quartiers populaires de côté. À Montpellier, par exemple, il y a tout un quartier qui s'est retrouvé, qui a subi une coupure d'électricité, si bien que ça a fait la une des JT. Et ce sont ces quartiers, les quartiers populaires, ce sont souvent ceux qui sont délaissés. Donc vous avez en fait les fontaines de l'Esplanade qui sont en plein centre-ville, pendant que les quartiers périphériques, eux, sont laissés à l'abandon. Les cités U sont laissées de côté. On prône par exemple la gratuité des piscines, notamment en période caniculaire. À La Paillade, le plus gros quartier populaire de Montpellier, la piscine Neptune n'est toujours pas rouverte. Donc ça veut dire qu'il y a toute une partie de la population montpelliéraine qui n'a pas droit de se rafraîchir, qui n'a pas accès à une source de rafraîchissement. Donc les gouvernants locaux respectent aussi peu les aspirations locales que les gouvernants macronistes. Et pourtant, des aspirations, il y en a beaucoup, elles sont exprimées, elles sont visibles dans la ville. Je peux donner quelques exemples. La manifestation contre le racisme et l'islamophobie du 11 mai, qui a fait venir un grand nombre de personnes. Et c'était une réponse à ceux qui banalisent, qui alimentent, qui reprennent les discours de l'extrême droite raciste sur les plateaux ou au gouvernement. Et c'est la réponse à ceux aussi qui instrumentalisent la laïcité pour en faire un outil de stigmatisation, notamment contre les musulmans, ce que la laïcité n'a jamais été. Et donc, les Montpelliéraines et les Montpelliérains se sont retrouvés, place de la Comédie, et ont manifesté en nombre contre le racisme et contre l'islamophobie. Évidemment que depuis 1 an et demi, il y a aussi ces manifestations pour la Palestine, contre le génocide, pour dénoncer la politique criminelle et meurtrière de Netanyahou et de son gouvernement. Et pourtant, à Montpellier, on a connu des interdictions récurrentes de manifester, la criminalisation des manifestants, et je tiens à dire qu'aujourd'hui, le représentant de BDS a remporté une victoire contre les plaintes de Delga et Mesquida. Donc, ça montre quand même que toutes ces opérations qui visent à criminaliser les voix qui s'élèvent contre le génocide ne sont pas fondées. Et ça n'a qu'un but de censure. Et ça ne fonctionne pas, puisque les gens continuent de manifester. Puisque lorsqu'on est animé un peu d'un brin d'humanisme, on ne peut pas rester indifférent face à ce qui se passe au Proche-Orient. Et c'est pour ça qu'en commission des affaires européennes hier, Arash était présent, nous avons présenté une résolution pour suspendre l'accord entre l'Union européenne et Israël. Cette résolution a été rejetée par les macronistes, la droite et le RN, qui ont manifestement retrouvé le chemin de l'Assemblée à ce moment-là, parce qu'ils sont quand même la plupart partis en vacances, hein. Mais là, ils étaient présents pour empêcher cette résolution-là. Et eux refusent d'appliquer la moindre sanction contre l'État d'Israël. Ils ne voient pas de problème à continuer de livrer des armes. Ils se moquent que la Cour pénale internationale ait émis un mandat d'arrêt contre Netanyahou, et donc que la France refuse de le faire respecter. À Montpellier, le maire de la Fosse refuse de suspendre le jumelage avec Tibériade. C'est une demande qui s'élève de plus en plus. Parce que, en fait, ne pas rester indifférent, c'est aussi prendre des mesures qui sont parfois symboliques, mais qui peuvent être aussi politiques. Suspendre le jumelage, c'est refuser d'être dans l'inaction. C'est dire que ça suffit, que nous prenons position, que ce qui se passe n'est pas normal, qu'il y a un droit international, que Israël doit le respecter, que Netanyahou doit le respecter. Et que nous, tant que le droit international ne sera pas respecté, nous suspendrons toute forme de partenariat, sous quelque forme qu'il soit, avec l'État d'Israël. Et pourtant, donc, le maire de Montpellier s'obstine après 1 an et demi de manifestation, et alors que les relais de la propagande génocidaire, au premier rang desquels figure l'extrême droite, tiennent des propos plus scandaleux que jamais, comme on a entendu hier en commission des affaires européennes. Et il faut dire quand même que le positionnement face au premier génocide filmé de l'histoire est en train de polariser la vie politique mondiale. À New York, le seul candidat qui dénonce le génocide, accusé d'antisémitisme, qui prône une politique de rupture avec l'establishment, qui était donné à 1% dans les sondages américains, donc Zoran Mamdani, a fait la surprise en remportant la primaire. Et il a remporté cette primaire en faisant une campagne populaire axée sur les questions sociales et contre le fascisme. Il faut savoir qu'à New York, donc c'est une ville qui vote majoritairement démocrate. Ce qui s'est passé en 2020 lors de l'élection présidentielle, ils ont voté majoritairement pour Kamala Harris, mais pourtant le vote trumpiste a progressé en même temps.
Mamdani, c'est quelqu'un de jeune, c'est un immigré, il est musulman, il est né en Ouganda, de parents indiens. Et toute sa stratégie de campagne a reposé à la fois sur revendiquer ce qu'il est et sur une campagne de communication sur des mesures fédératrices. Donc, en quelque sorte, une campagne d'union populaire sur un programme de rupture. Quelques mesures qui proposaient la gratuité des bus, le gel des loyers pour 2 millions de logements sous contrôle municipal, la gratuité des services de prise en charge de l'enfance, les crèches et les garderies, la mise en place dans chaque arrondissement d'au moins un supermarché sous contrôle municipal. En somme, faire en sorte que la vie soit moins chère pour les habitantes et les habitants de New York, où les inégalités se creusent d'année en année entre les plus riches et les plus pauvres. Et évidemment qu'il a aussi alimenté sa campagne par son opposition féroce, ferme, sans transigence à Donald Trump. En même temps, il subissait une campagne de diabolisation raciste par la droite et l'extrême droite, notamment du fait de son soutien à la Palestine. Et si bien que jusqu'en France, d'éminents personnages comme Caroline Fourest se sont chargés d'alimenter cette campagne de diabolisation. Donc, ce sont des attaques qui ne sont pas sans rappeler celles qu'ont subies certains d'entre nous, notamment Rima Hassan, Jean-Luc Mélenchon, Ali Diouara, Mathilde Panot, qui était convoquée pour apologie du terrorisme parce qu'on dénonce le génocide. Et par ailleurs, le Parti démocrate lui-même, des membres du Parti démocrate eux-mêmes ont participé à cette campagne de diabolisation, comme Andrew Cuomo, qui est l'ancien gouverneur de l'État de New York, et qui n'a pas mâché ses mots face à quelqu'un comme Mamdani. En somme, la leçon à tirer, c'est que cette victoire d'un candidat jeune, socialiste au sens propre du terme, et progressiste, qui donc s'est mis comme objectif de diriger la ville la plus peuplée du pays, c'est un message à la fois que doit entendre la direction du Parti démocrate aux États-Unis, et c'est la réponse au fait que les électrices et les électeurs historiques, traditionnels du Parti démocrate se sont sentis abandonnés dans la campagne présidentielle, se sont remobilisés, par exemple, pour ce candidat-là. J'en profite pour faire une petite pub pour mon déplacement à Washington, qui était fait dans le cadre précisément de la Commission des Affaires étrangères. Ça a été l'occasion, on a mis quelques rapports là-bas sur la table à l'entrée. L'objectif, c'était précisément de faire des rencontres politiques, de personnes, on va dire, bien placées dans l'administration Trump et d'élus, en fait, pour aborder les changements dans la politique extérieure des États-Unis suite à l'élection de Donald Trump. Alors, on a rencontré des élus républicains, notamment, enfin, c'est édifiant, quoi. Je veux dire, ils ne se cachent pas du tout de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font. C'est la théorie du choc des civilisations qui est exprimée comme telle, chose que nous récusons à la France insoumise. Il n'y a pas de choc des civilisations, ça c'est une instrumentalisation des religions pour en fait nourrir une politique de domination, de hiérarchisation des peuples, comme on le voit au Proche-Orient. Et j'ai beaucoup poussé dans ce rapport pour injecter un peu notre analyse de la situation politique, notre à la France insoumise, je veux dire, et notamment faire le constat de ce qui a fait l'échec de la campagne démocrate. Et ce qui se passe à New York doit nous inspirer, on doit observer ce qui se passe, et ça doit confirmer en fait la stratégie que nous avons, qui est de mener une stratégie de rupture avec les libéraux sur la base d'un programme clair et fédérateur. Bon, je ne sais pas à combien je suis, mais comme on doit faire à peu près 5 minutes, je ne vais pas trop tarder maintenant. Peut-être rappeler aussi quelques événements importants de cette semaine. Le fait que, quand nous disons que nous voulons tourner la page du néolibéralisme à l'échelle nationale et locale et balayer l'extrême droite, par exemple, cette semaine, la France a été condamnée par la CEDH pour contrôle au faciès, Commission européenne des droits de l'homme, CEDH, Cour européenne des droits de l'homme. Donc la France a été condamnée pour contrôle au faciès. C'est ce qui doit nous servir de point d'appui lorsqu'on analyse ce qu'est le racisme structurel dans nos sociétés. Là, par exemple, ça fait 2 ans que Naël a été tué par un policier pour soi-disant refus d'obtempérer, qui, quand bien même ce serait vrai, ne justifierait absolument pas qu'il se soit fait tuer. Et le motif raciste n'a pas été retenu dans le procès du tueur. C'est aussi l'échec de la niche de l'UDR, donc les ciotistes, vous savez, ce petit groupe-là, qui a par exemple proposé dans sa niche
de pouvoir interdire les mariages lorsqu'il y a une personne qui est sous OQTF. C'est fait pour valider en fait ce qu'a fait Ménard, puisque ça s'appuie en fait sur ce qu'a fait Ménard dans l'Hérault, dire qu'il avait le droit de refuser de marier 2 personnes. Ils veulent pouvoir donner une prérogative, une compétence aux maires qu'ils n'ont pas, et encore heureux, qui est celle de pouvoir choisir qui se marie ou pas. Et à la fin, le motif de sélection n'est rien d'autre qu'un motif raciste. Ce qui s'est passé à Béziers est scandaleux. 2 personnes ont été empêchées de se marier. Lui a été renvoyé en Algérie sans qu'ils aient pu se marier, ces 2 personnes qui s'aimaient. On a brisé 2 personnes, un couple et leur famille, parce qu'il y a aussi des enfants dans l'histoire, parce qu'on a eu l'occasion de rencontrer, en fait, notamment la fille, la personne qui voulait se marier. Et en fait, ce n'est certainement pas au maire de décider qui a le droit ou pas de se marier, et donc accessoirement de s'aimer. Et puis, c'était une semaine de motion de censure que le Rassemblement national n'a pas votée. Ils sont responsables en fait du fait que ce gouvernement tient encore, que Bayrou peut encore se pavaner, que tout son gouvernement peut continuer leur politique illégitime pour laquelle les Françaises et les Français n'ont pas voté il y a un an, puisque c'est le nouveau Front populaire qui avait remporté les élections, si bien qu'on se retrouve à la fois avec des RN idiots utiles de la Macronie et la Macronie qui continue de faire le marchepied aux idées et aux programmes de l'extrême droite. Donc nous avons besoin de continuer à mobiliser celles et ceux qui s'abstiennent, celles et ceux qui sont mal inscrits ou non inscrits sur les listes électorales. Et ça veut dire notamment les habitantes et les habitants de quartiers populaires, les jeunes, particulièrement les étudiantes et les étudiants, qui, par exemple, à Montpellier, passent le plus clair de leur temps sur leur lieu d'études, c'est-à-dire ici, dans cette ville. Et ce sont les exclus, très souvent, des politiques néolibérales qui sèment la précarité. Je rappelle que nos campagnes d'inscription par porte-à-porte avaient porté leurs fruits à Montpellier. Pour les élections européennes, la campagne d'inscription avait permis l'inscription en ligne de 4317 personnes, sans compter les inscriptions au guichet à la mairie, physique, donc ça veut dire que c'est encore plus qu'il y a eu d'inscriptions. Ces inscriptions ont eu lieu en particulier où on a fait du porte-à-porte, et se sont accompagnées d'une plus haute participation aux élections européennes, puis aux élections législatives anticipées. Et ça s'inscrit exactement dans notre vision de la révolution citoyenne où chacun doit pouvoir participer à la vie démocratique du pays et décider dans quelle société il ou elle veut vivre. Petit appel, rendez-vous pour clore mon intervention. Samedi, nous avons avec les groupes d'action de la Paillade, Fred Kaji est quelque part, voilà. Nous avons un goûter populaire au Parc des Marais à la Paillade. On l'avait fait avec Patricia qui est quelque part dans la salle au Petit Bar. C'est un format qui fonctionne bien, qui est convivial, qui permet à la fois de grignoter, etc., enfin, qui permet de faire venir des familles et d'échanger sur les problématiques locales. Il se trouve que le même jour, la même heure, nous apprenons hier qu'il y aura donc un petit événement municipal, un truc très important, une inauguration de fontaine, mais qui du coup, c'est exactement au même lieu où nous avons prévu notre goûter populaire. Donc s'il vous plaît, faites un appel dans vos groupes d'action, venez au goûter populaire, venez parler des revendications des habitants, c'est très bien les fontaines, mais en fait peut-être que ça serait bien d'écouter aussi ce dont les habitants ont besoin, et les habitantes évidemment. Donc je redis, ce samedi, 16h30, Parc des Marais à la Paillade.